Et oui, l'amitié demande de la constance, c'est-à-dire l'inverse même d'une nature féminine tournée vers l'inconstance, tournée vers les péripéties, les folies de l'amour qui supposent querelles, raccommodements, rabibochements. Et oui, l'amitié exige l'estime de l'autre aussi. Les femmes malheureusement n'y goûtent guère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme, chronique 52, présenté aujourd'hui avec un livre débordant d'enseignements, d'introspection et de réflexion sur la vie. L'amitié d'Abel Bonnard, ouvrage de 1928. Oui, c'est pas son plus connu, certes, mais qui va vous tournebouler, comme on disait jadis. C'est une chronique, à mon avis, qu'il faut écouter plusieurs fois pour s'en imprégner. L'essai d'Abel Bonnard est ponctué au milieu de toutes les idées d'aphorismes succulents. Je vous conseille véritablement de lire ce livre. Alors Abel Bonnard, rapidement, n'ayons pas peur des mots, c'est un penseur immense, extrêmement brillant, oublié à dessein en raison de son engagement collaborationniste, on va dire. C'est un homme de lettres, adorateur du classicisme français et du classicisme allemand qu'il a tenté de réunir par sa pensée. Évidemment, il pourfend le faux humanisme républicain, symbolisé par son école dont nous fûmes tous ici victimes. Il en a fait un livre très brillant. Pour lui, la droite en France depuis la Révolution n'existe plus. C'est un alibi du système. Pour lui, toute droite qui entre dans le concert des partis politiques de la République se gauchise quasi automatiquement, on va dire. D'ailleurs, c'est un fervent d'une Europe aristocrate et socialiste. Avant l'heure peut-être. Bref, tout cela demeure bien trop succinct pour résumer sa pensée. Il fut condamné à mort en 1945, il s'enfuira en Espagne puis connaîtra un procès à son retour en France en 1960, procès qui reconnaîtra d'ailleurs l'inanité des charges retenues contre lui. Mais Abel Bonnard, haute figure intellectuelle de notre pays, est un homme brisé qui mourra en 1968. Encore un grand homme produit par la France que nous devons de vous faire lire et nous devons le remettre au goût du jour. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous y sommes, et d'entrée Abel Bonnard nous assène ses coups de semonce intellectuels. L'amitié, nous dit-il, au contraire de l'amour, nous est primordiale. Elle peut même nous dépiter, nous arracher le cœur lorsque nous manquons le rendez-vous tant attendu avec notre ami. Un ami perdu, c'est la ruine des habitudes, c'est le vide. C'est notre propre vide, vous le verrez. Mais qu'est-ce que l'amitié? Ou plutôt, que n'est pas l'amitié? Eh bien, assurément, l'amitié, ce n'est pas un contrat de fidélité où l'ostentatoire prend le pas sur la sincérité, où on désire, par exemple, montrer avant tout que l'on est fidèle avec cet espoir, cette espérance de grand avantage. Non, ça, ce sont des alliés. L'amitié, elle, n'exige aucune faute de goût. Ajoutons ici que le misanthrope n'a pas accès à l'amitié, il est trop dégoûté des hommes, le type. Pour jouir de l'amitié, il faut être en mesure de l'accueillir, d'en avoir la foi, de croire en la hiérarchie, pour être en mesure de distinguer l'espèce rare. Seul l'homme cultivé peut toucher à l'amitié, car l'inculte appartient au présent, alors que l'amitié nécessite un dépassement de soi, une transcendance. Par conséquent, Abel Bonnard certifie que l'amitié ne peut s'épanouir que dans les sociétés supérieures, les plus nobles, parce que ce sont des hommes qui se retrouvent au-dessus de leur destin, désireux d'exercer leur intelligence sans viser un intérêt. Une amitié demande à être nourrie, et les hommes modernes n'ont plus aucun aliment intellectuel ou émotionnel à offrir, malheureusement. Alors le thème suivant, c'est « À quoi sert l'amitié donc ?» Abel Bonnard nous glisse l'idée de la transcendance. L'amitié, c'est jouer. Jouer aux délices de chercher la vérité, comme Mérimée avec Stendhal. N'importe quelle vérité d'ailleurs, comme dans les vraies sociétés ordonnées. Même les petites vérités, même les petits désaccords d'ailleurs, créent une opposition entre amis, un peu comme s'ils ne sont voisins que pour être ennemis. Et oui, car l'auteur révèle que les hommes ne se disputent point parce qu'ils ont des opinions contraires. Non, ils ont des opinions contraires pour pouvoir se disputer. Dans les crises
dans les crises comme celles qui vont venir, les hommes baissent le masque et avouent enfin leurs sentiments instinctifs. La voilà la fonction de nos amis. Ils ne sont pas des alliés d'intérêt, mais plutôt des alliés de caractère. C'est-à-dire qu'on doit absolument se rejoindre sur le comportement, sur les valeurs, etc. Par exemple, un homme qui se montrerait grossier pour certaines personnes, eh bien, c'est comme s'il ne serait pas de notre race. Il y a pas de retour en arrière après une de ces incartades, vous comprenez? Même si on s'entend sur d'autres points. Mais il y a des détails sur lesquels on ne peut pas fonder une amitié. Alliés de caractère au point même que certains amis ne pourraient se rencontrer que pour livrer des batailles. Il est doux de se plaindre ensemble de la laideur du siècle, de jouer les misanthropes avec nos amis. C'est logique puisque l'amitié suit en quelque sorte l'augmentation et l'épuration de notre âme. Un ami, c'est un compagnon de noblesse. C'est donner à son cœur une nourriture divine. Tout ce qui est sublime avec l'amitié devient plus proche, plus accessible. Mais cette vraie amitié est rare, compensée bien souvent par plusieurs amitiés modérées. Nous allons en parler. Voyons maintenant pourquoi le médiocre n'a pas accès à l'amitié. Vous verrez qu'une petite lumière va certainement s'allumer dans l'esprit de plusieurs d'entre vous. Vous le savez, les médiocres se rejoignent en amitié selon des ressemblances superficielles, des émissions de télé ou des trucs comme ça. Car le médiocre ne peut pas concevoir une autre vie intérieurement plus riche que celle qu'il a. Je répète, c'est très important. Le médiocre ne peut pas concevoir une autre vie intérieurement plus riche que celle qu'il a. Le médiocre choisit ses amis selon ses nostalgies, selon ce qu'il n'a pas pu être. Le médiocre cherchera et trouvera toujours une excuse, un alibi, pour se priver de la vue d'un grand caractère. Par exemple, il va tâcher de lui trouver un menu défaut rédhibitoire, mais qui ne le caractérise pas, qui ne se limite pas à sa nature, c'est-à-dire qui est inutile d'observer juste pour pouvoir le balayer de son éventuelle amitié. Il faut dire que le médiocre ne pressent pas la hiérarchie du talent. La seule hiérarchie qu'il se figure avec netteté, c'est celle du bien et du mal. En clair, le médiocre s'arrête à la morale, mais non pas que l'on doive la balayer, la morale, c'est pas ça. Mais elle devrait plutôt se mélanger avec le caractère. Être enrichi parfois par une expérience élargie d'une personne, cela n'a pas de prix. Et cette expérience si passionnante ne s'acquiert pas sans quelques tâches morales. C'est l'évidence même. Sinon, on ne fait rien. Le plus vertueux des gars est celui qui passe par le moins d'endroits. Vous le savez aussi bien que moi. Les plus riches ne sont certainement pas les plus purs. Il faut bien réfléchir là-dessus. Ainsi, en voulant se détacher de la foule des médiocres pour viser plus haut, pour s'élever et pour nous offrir à l'élite, certes, nous diminuons le nombre d'occasions d'amour ou d'amitié, mais nous en augmentons l'importance, la puissance. Évoquons maintenant la différence entre amitié et amour. Voilà donc ce qui est beau en amitié. Nous ne jugeons que pour nous-mêmes. Par exemple, chercher dans la crapule quelqu'un de rose et d'exquis. Cela a toujours donné de grands scénarios dans les grands films. Et oui, car l'amitié, c'est la découverte, alors que l'amour, c'est l'avilissement. Et cette découverte entre deux amis, c'est-à-dire la découverte du trésor de leurs expériences réciproques, c'est ça qui crée de facto une égalité entre eux. Ainsi, les jeunes hommes sont en quête d'amour, rarement d'amitié. L'amitié chez eux se transforme bien vite en rivalité. L'amitié, c'est pour les baroudeurs. L'amour suppose des hauteurs, certes, mais aussi des chutes et par là même des déchéances. L'amour mêle la vie et la mort. Au contraire, l'amitié n'est que vie, hauteur et lumière. L'amour n'est que promesse. L'amitié tient ses promesses non prononcées. En amour, on dissimule la faiblesse des sentiments, tandis qu'en amitié, on en dissimule la force. Pour cette raison, l'amour se nourrit de clinquants, d'injures et de reproches, pour sans cesse renouer. En amitié, nulle secousse, aucun intérêt, aucune apparence, aucun appareil particulier, puisqu'une amitié, ce n'est pas vouloir durer comme un amour, une amitié, c'est être. Parlons maintenant amitié et solitude. Abel Bonnard termine un de ses chapitres en s'adressant aux hommes dépourvus en amitié. Il leur reste le monde des morts, c'est-à-dire contempler le peuple depuis les nuages grâce à l'austère paradis des bibliothèques où tous les génies nous apparaissent, nous sont proches, nous côtoient.
Certes, il manquera une présence physique, mais au moins on sera dans le vrai, dans le transcendantal, transporté et élevé dans un monde de diamants, de dorures, sans avoir besoin d'être leur égal. Il suffit de leur ouvrir son cœur et son âme. La solitude, ce n'est pas uniquement un monde perdu dont on est exclu. Cela peut devenir aussi un monde trouvé, qui paraît en dehors de la société, mais qui est tout simplement agrégé à une autre hiérarchie, la seule viable d'ailleurs, la seule valable, la seule réelle, la seule noble, celle des amitiés sublimes. C'est ce que nous appellerions une solitude raffinée, celle où on rentre en nous avec plaisir. Les hommes forts, les vrais, sont repérables par leur façon libre, sereine et élégante de vivre la solitude. Un solitaire n'est pas un misanthrope, le misanthrope est aigri. Le solitaire se purifie. Le misanthrope se barricade des hommes, le solitaire s'en élève. Mais alors, quels hommes semblent, de par leur nature, prédisposés à l'amitié? Eh bien, Abel Bonnard prend appui sur une loi d'airain. Toute sensibilité profonde veut qu'on la devine. Par exemple, une personne qui tient à avertir publiquement qu'elle est sensible annonce en réalité aux yeux du monde qu'elle ne l'est pas. Ceux qui se vantent combien ils sont capables d'aimer, en vérité, vous verrez, nous prouvent le contraire. Les gens qui prétendent toujours, constamment avoir souffert, n'admettent jamais avoir eu tort. Ils n'admettent jamais avoir eu tort. Je me demande d'ailleurs à qui Abel Bonnard pensait en couchant ces lignes. Seulement, en amitié, les peines que nous éprouvons sont vouées au silence, jamais à la susceptibilité. Il faut être capable en amitié de recevoir un mot malheureux ou une plaisanterie déplacée. Nous les pardonnons en reportant nos regards sur les qualités éminentes de notre ami. Peu de susceptibilité donc chez un ami, chez un bon ami même, mais aussi de la générosité, la vraie générosité, celle qui désire aider le bonheur. Bannissons cette générosité apparente et ostentatoire qui consiste à secourir un malheureux. C'est pas de celle-là que nous parlons, c'est celle où on veut aider le bonheur de son ami. Chez les médiocres d'ailleurs, l'amitié est fausse. C'est le fruit d'un accord tacite, du style « Prends-moi pour ce que je prétends être et je te rendrai le même office. Sois ma dupe et je serai la tienne. » En fait, dans une vraie amitié, nous sommes nous-mêmes et non pas ce que nous prétendons être. Et chers amis, si vous fûtes bien attentifs, bien alertes, certains je suis que vous devinâtes cette dernière partie, cette apothéose, l'amitié homme-femme. Pour ce faire, Abel Bonnard convoqua avec malice un de ses amis jugé sagace sur les femmes pour terminer en beauté l'étude de son concept, l'amitié. Et promptement l'évidence étincelle. Les femmes ne sont pas faites pour ce sentiment. Non pas qu'elles soient moins intelligentes, affirme-t-il, mais elles n'en ressortent aucun intérêt, ni plaisir. Leur amitié, entre guillemets, se veut artificielle, entre potins et curiosités malsaines ne débouchant sur aucune connaissance, élévatrice. C'est le spectacle du monde qui les fascine, et non son fonctionnement. Elles ne sont pas amies mais complices, ou victimes, ensemble. Qu'un homme se dresse entre les deux et elles deviendront rivales, avec plus de naturel encore. Et oui, l'amitié demande de la constance, c'est-à-dire l'inverse même d'une nature féminine tournée vers l'inconstance, tournée vers les péripéties, les folies de l'amour qui supposent querelles, raccommodements, rabibochements. Et oui, l'amitié exige l'estime de l'autre aussi. Les femmes, malheureusement, n'y goûtent guère. L'estime, c'est trop sûr, ce n'est pas assez trépidant. Elles ont besoin d'admirer ou d'être avilies, même par un homme peu estimable. Pour elles, l'estime découle du rang de l'homme, aussi vulgaire soit-il. Et la seule réponse qu'une femme pourra offrir à cet homme, c'est de l'aimer, pas de lui offrir une amitié. Certes, les femmes semblent parfois accumuler les amis hommes comme une collection jamais suffisante, tous conservés dans la chambre froide de l'amitié. Leur nature les pousse à ne vouloir perdre personne. Mais comment ne pas apprécier tous ces hommes qui vous admirent? Et c'est cette humiliation, cette victoire remportée sur tous les hommes qu'elles vénèrent. C'est ça qui leur plaît par-dessus tout. Ces admirateurs assidus sont la preuve perpétuelle de leur pouvoir. Mais ce qu'elles veulent, in fine, c'est un homme qui ne soit pas comme ces amis-là, justement. Voilà, grosso modo, pourquoi l'amitié des hommes s'élève au-dessus de l'amour, inarrêtable, transcendantale. L'amitié homme-femme végète, elle, stagne en dessous de l'amour, de façon intérimaire,
Soit c'est une amitié tranquille et la relation s'éteindra par la force de la vie, soit c'est une amitié agitée et là c'est un fond d'amour qui n'a pas encore éclos. Abel Bonnard se mit à réfléchir à toutes les idées misogynes et intolérables que son ami lui a assénées. Il dut se rendre à l'évidence. Mon ami avait raison. Mais à un petit détail près, car selon l'auteur, l'amitié homme-femme sincère existerait, mais dans l'amour, c'est-à-dire en son sein. Rendons-nous au-delà du livre et jetons un œil inquisiteur sur cette notion d'amitié homme-femme. Sans répéter les arguments d'Abel Bonnard, ajoutons pourquoi un tel concept est impossible, encore plus dans une société actuelle. D'abord le but. Chez les hommes, l'amitié pure exige un projet commun, c'est-à-dire un but ultime tacite à poursuivre. Sans qu'ils en aient conscience, le mot tacite. Chez les femmes, rien de tel. Leur amitié part déjà du postulat qu'elles ne sont pas rivales, c'est déjà la base. Ensuite, l'intimité. Les hommes dressent un mur d'intimité entre eux, alors que les femmes exigent l'intimité au nom de l'amitié. Voilà, deux choses très importantes. Depuis la nuit des temps, désolé pour cette formule très lycéenne, les hommes qui connaissent le mieux et s'entendent le mieux avec les femmes demeurent les homosexuels. Alors, posons-nous la question, pour quelle raison? Pour quelle raison les hommes ne cherchent-ils jamais à se lier d'amitié aux femmes pour mieux les connaître? Pourquoi n'ont-ils jamais tenté de faire cela depuis la nuit des temps? Forcément, il existe une raison. Ont-ils toujours eu peur de ce qu'ils pouvaient y découvrir? Car elle se trouve ici la faiblesse de l'homme, dans sa méconnaissance de la femme, volontairement ou involontairement. Ce que nous pourrions nommer l'ignorance initiatique de l'arbre de vie. La femme connaît l'arbre de vie de l'homme, elle. Et bien souvent, elle empêche l'homme d'accéder au sien. Par exemple, en l'emprisonnant par son talon d'Achille, le sexe. Seules les personnes averties en ont conscience. Tout ce manège s'intègre naturellement dans les non-dits des relations. L'homme a l'énergie, la femme possède la formation. Et dans quel genre de monde vit-on aujourd'hui, au fait? Parce que oui, en effet, l'amitié homme-femme n'est qu'une conséquence du développement, ou plutôt de l'avènement du concept égalité. Dans nos sociétés dites modernes, nous avions prouvé ici même, dans plusieurs vidéos, la 2, la 33, surtout la 24, avec le livre de Soral, comment le concept égalité est toujours utilisé pour abattre la transcendance. En clair, l'égalité pour empêcher la hiérarchie, c'est-à-dire l'élévation. Pourtant, la grandeur de l'Occident fut l'habile dosage entre la virilité et la féminité, soit l'héritage romain et germanique lié au christianisme. Depuis cette cassure, l'Occident se meurt dans un désordre féminin, dans un détournement de la virilité. D'ailleurs, ne cherchons pas ailleurs la recrudescence des violences masculines envers les femmes. Je crois que c'est une réalité, malgré ce que des gens veulent dire à droite. Tout cela est une conséquence attendue et prévisible de la fin de l'autorité de l'homme. La force est toujours une conséquence d'absence d'autorité, détruite dans ce cas par le principe d'égalité. Nous parlions de détournement de la virilité qui nous est vendue aujourd'hui par les apparences, la barbe, la muscu, les tatouages, bref, n'enfonçons pas des portes ouvertes, vous êtes ici pour apprendre quelque chose. Mais pas seulement par ça. D'autre part, l'avez-vous remarqué, dans la culture, dans le monde anglo-saxon protestant, dominant, auquel nous sommes soumis d'ailleurs, l'homme viril qui nous est offert est un être aujourd'hui devenu stoïque, froid, taiseux, sorte de puissance qui ne montre pas ses sentiments, mais qui ne s'occupe jamais des autres. Il laisse vivre. Il est ami avec les femmes, mais il ne juge pas et il n'agit pas. Et pourquoi donc ne juge-t-il pas le pistolet faussement viril? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a pas de conviction. Et oui, car la virilité vraie, la virilité pure, c'est avoir des convictions, une morale, et s'y tenir. Là voilà l'énorme différence entre l'homme et la femme, les convictions. Être viril, c'est donc avoir des convictions, des combats, c'est donc être sensible et non pas insensible, parce que la sensibilité, c'est la manifestation des convictions, c'est donc le moteur pour agir auquel on y ajoute la raison ou le libre arbitre. L'homme faussement viril, ami des femmes, est dans l'inaction, dans le statu quo.
Le vrai homme viril, lui, il réagit, puis il agit. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. Des tours et des soirs